Mais qu'est-ce que tu nous fais, Macron? Ton déconfinement est aussi peu préparé que ne l'avait été le confinement il y a à peu près un mois. Quelques heures après ton discours, tes ministres mettaient déjà des bémols à tes déclarations. Tu nous déclares: mes chers compatriotes, si je tenais à m'adresser à vous ce soir, après avoir largement consulté ces derniers jours, c'est pour vous dire en toute transparence, ce qui nous attend pour les prochaines semaines et les prochains mois. Largement consulté, tu dis. Mais qui donc as-tu consulté? Dans ton coin, là, tout seul, sans qu'il semble qu'il y ait ensuite une discussion avec tes ministres, ni même, et c'est peut-être encore plus grave, avec le conseil scientifique. Tes conseillers ont-ils été du même genre que BlackRock, qu'a choisi l'Union européenne comme conseiller de la finance durable? BlackRock, pour conseiller sur un système financier qui respecterait l'environnement. On aura tout vu. Qui donc te conseille, toi, sur le sujet de la santé publique française? Le MEDEF? Les gros actionnaires du CAC 40? C'est décidé, ce sera le 11 mai. On peut dire que tu nous as tous pris au dépourvu. On s'attendait à tout, sauf à t'entendre dire que les enfants seraient les premiers à être déconfinés et qu'une date était d'ores et déjà fixée, le 11 mai prochain. Comment se fait-il que tout le monde, depuis ton discours, met des conditions, des bémols et des restrictions à ce que tu as dit? Le Conseil national de l'ordre des médecins s'oppose à un retour à l'école le 11 mai. Le docteur Pierre-Louis Druet, membre du Conseil scientifique Covid-19, vient de le dire sur TF1, au JT de 13h, du 16 avril, aujourd'hui. C'est une décision politique, pas une décision scientifique. Tout est dit. Macron, tu as prononcé 11 fois cette date du 11 mai durant ton discours. 11 fois. Je pense que ça veut dire que cette date est bel et bien prévue et définitive. Quels que soient les petits « si » dont tu l'as ponctué. Là encore, je ne vais pas m'étendre sur le manque de masques, de tests, de respirateurs. Voici ce que tu en dis. D'ici 3 semaines, nous aurons, imaginez-le, multiplié par 5 la production de masques pour nos soignants en France et nous aurons produit 10 000 respirateurs supplémentaires de plus sur notre sol. Imaginez-le, dis-tu. À t'entendre, on dirait qu'il s'agit là d'un exploit extraordinaire. Et comment que nous imaginons? Espérons que 10 000 respirateurs seront suffisants. Quant au nombre de masques, vu que nous savons que la production actuelle est égale à 3 fois rien, faisons le calcul. 5 fois 3 fois rien, c'est sûrement mieux que moins que rien, mais ça donne pas l'impression que ça représente grand-chose. Confinement, déconfinement. Je ne remets pas en cause le principe même de confinement, puisqu'il paraît évidemment nécessaire au vu du cruel manque de moyens de notre pays. Mais de quel confinement parle-t-on? Le gouvernement nous parle de confinement total. Le mot total a un sens. Sommes-nous vraiment dans un confinement total? Nous pouvons tous facilement constater que non. Et je ne parle pas là des personnes qui osent aller se promener seules sur une plage ou dans un bois ou qui marchent dispersées dans un jardin public. Parce que selon ma vision des choses, ces personnes-là respectent les règles sanitaires nécessaires pour se préserver de l'infection et en préserver les autres. Mais que dire de l'ouvrier obligé d'aller travailler? Et pour aller travailler, obligé de prendre le métro à proximité immédiate avec d'autres salariés qui, eux aussi, vont vers une activité obligatoire. Combien a-t-il de chances de ne pas être infecté par le virus? Combien sa famille, elle, a-t-elle de risques d'être infectée par le virus? Pourtant, sa femme et ses enfants, eux, d'ici le 11 mai en tout cas, respectent le strict confinement. Et que dire de l'enfant dont les 2 parents travaillent, parfois à des tâches absolument non essentielles, mais dont l'employeur a décidé qu'elles l'étaient, parce que le gouvernement n'a pas voulu faire une liste précise de ces activités, même avec possibilité de dérogation particulière et stricte. Cet enfant est peut-être gardé chez une assistante maternelle, qui, au lieu de 3 enfants maximum, doit maintenant en accepter 6 depuis le confinement. Le mari de cette assistante maternelle est peut-être l'un des salariés qui continue à aller travailler en métro.
Les parents de ces 6 enfants sont-ils protégés dans leur travail? Bien sûr que non, puisque quasi personne ne l'est en France. Et de quel déconfinement parle-t-on? Dans ton adresse aux Français, tu dis d'abord « À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. » Tu dis « C'est pour moi une priorité car la situation actuelle creuse des inégalités. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires et dans nos campagnes, sont privés d'école sans avoir accès au numérique et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. » Entre parenthèses, dans les campagnes, ça veut dire que les gens sont plus bêtes que dans les villes. Puis quelques phrases après, le 11 mai, il s'agira aussi de permettre au plus grand nombre de retourner travailler, redémarrer notre industrie, nos commerces et nos services. Tu vois, avec toi, Macron, le truc, c'est que lorsqu'on entend une phrase qui devrait nous faire plaisir, elle est de suite démentie par ta phrase suivante. Et si c'est pas le cas, par les faits et les actions que tu mettras en œuvre. Pourquoi les crèches? Tes explications sur les inégalités scolaires ne s'appliquent pas aux crèches. Donc, c'est bel et bien ta deuxième phrase qu'il faut relier à la toute première. Les parents n'auront plus à garder leurs enfants et pourront aller travailler. Quid des protections et mesures pour les enfants, les enseignants et les personnes qui retourneront travailler? Là, tu nous donnes bien peu de précisions, Macron, et surtout, tu ne nous rassures pas du tout. Tu dis « organiser différemment le temps et l'espace, bien protéger nos enseignants et nos enfants avec le matériel nécessaire. » Les précisions s'arrêtent là. On retiendra surtout la déclaration suivante. Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, cela n'aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un symptôme doit pouvoir être testée. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être mises en quarantaine, prises en charge et suivies par un médecin. Voilà ce que tu dis. Les personnes ayant un virus? Ah mais non, tu te gourres là, Macron. Les personnes ayant des symptômes ne représentent pas l'ensemble des personnes ayant le virus. Je t'explique avec ce graphique. En jaune, l'ensemble de la population française. Il y a les porteurs sains du virus, en bleu, et les porteurs qui ont des symptômes, en rouge. Les bleus et les rouges sont tous contagieux. Et il nous est dit qu'il y a beaucoup plus de porteurs sains que de porteurs avec symptômes. Mais selon ta méthode, seuls seront isolés les porteurs avec symptômes, les rouges. Alors, tu saisis, il y aura plus de gens contagieux qui pourront se promener sans précaution et contaminer tout le monde que de porteurs contagieux isolés et soignés. Obéir, d'accord, mais pas si vite. Si certaines personnes sont prêtes à obéir sans discuter aux injonctions, ordres et commandements, ce n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de gens ne sont prêts à se plier à des contraintes extrêmes que si, et seulement si, ils en aperçoivent la cohérence et l'utilité. Doit-on tout accepter sans aucune réflexion? Ne doit-on pas d'abord comprendre avant que d'accepter, et tout ne doit-il pas poser question? Tout humain ne devrait-il pas avoir le droit de bien peser le pour et le contre en ayant eu accès à un maximum d'éléments de réflexion? Comme je l'ai écrit en réponse à une personne qui disait « vous n'êtes jamais content », le problème n'est pas d'aller au boulot ou non, c'est d'y aller en toute sécurité. Le problème n'est pas d'être confiné ou non, mais de l'être de façon intelligente et efficace. Le problème n'est pas que le virus soit vaincu ou non, mais comment on gère pendant que le virus est là. Il me paraît donc bien difficile, avec ce que nous savons aujourd'hui et ce que nous supposons pour demain, au vu du peu d'informations pratiques et concrètes que le gouvernement nous donne, que les gens envoient leurs enfants à l'école le 11 mai et que les profs et instituts reprennent le travail sans exiger les protections maximales. Blanquer nous dit que la rentrée sera progressive. D'accord. Je ne vois pas beaucoup de solutions. Pousser les murs des classes pour avoir l'espacement nécessaire entre chaque enfant, faire l'école en plein air, ou bien instaurer un système similaire à la circulation des véhicules par temps de pollution. Les élèves dont le nom commence par A, B et jusqu'à G viennent les jours pairs, et les autres viennent les jours impairs. Comment compte-t-il régler le problème des classes surchargées? Les cinémas resteront fermés alors qu'il est faisable d'utiliser un siège sur 2 et un rang sur 2. Mais une classe d'école ne poserait pas de problème. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Macron, je ne vais pas m'attarder sur ta récupération honteuse des jours heureux.
qui ont été écrits avec majuscules dans le texte publié sur le site de l'Élysée. Déjà, en imposant ta réforme des retraites, tu osais te dire l'héritier du Conseil national de la résistance. Toi qui as tellement diminué le niveau de vie des Français, qui les a tellement méprisés, maltraités, réprimés, tu leur promets de retrouver des jours heureux. Retrouver. Quand donc les Français avaient-ils des jours heureux? Avec toi, jamais. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Applique donc ce principe, Macron. Dis-nous à quoi sert qu'un Bernard Arnault possède des milliards qu'il n'utilise qu'à en produire d'autres. Combien sont-ils comme lui? Que font-ils pour l'utilité commune? Les dividendes ne cessent d'augmenter alors que les entreprises coulent les unes après les autres. Les entreprises Luxfer et Famar ne sont-elles pas, elles, utiles à la communauté? Mais tu refuses de les nationaliser. Quelle raison donnes-tu? Aucune. C'est juste un niet ferme et définitif. Les réquisitions d'usines de tissus? Certaines se sont proposées, mais lesquelles ont été réquisitionnées? On ne sait pas. Comme d'habitude, on ne sait rien. Les masques? Les pharmaciens expliquent qu'ils ont des filières pour en avoir, mais que l'État leur a interdit d'en acheter et d'en vendre. Bravo, Macron. Le travail des pharmaciens pour fournir la population n'est-il pas d'utilité commune? Les policiers espagnols distribuent des masques aux gens dans le métro. Les policiers à toi, au lieu d'assurer leur fonction d'utilité publique, font tout le contraire et verbalisent sans discernement aucun. On ne parle même pas des tests dont on ne sait pas combien sont produits. Voilà déjà 2 semaines que Véran, ministre de la Santé, a déclaré que tous les laboratoires de France, y compris les labos vétérinaires, de police, de gendarmerie, etc., allaient en produire. Jérôme Salomon, chaque soir, égrène les chiffres des morts, des interventions, dans une énumération macabre. Mais on ne sait pas si un jour, chacun pourra se rendre dans un cabinet vétérinaire ou une gendarmerie et demander à se faire tester, ni même si les tests rapides existants dans certains pays d'Europe seront un jour disponibles en France. Tu es allé voir le professeur Raoult à Marseille. Pourquoi faire? Il n'en ressort rien. Alors, Macron, tu confines, tu déconfines ou tu déconnes. Nous ne pouvons même pas dire que nous avons un gouvernement absent. Ce serait mieux que d'avoir celui qu'on observe tout faire au rebours du bien commun. Pour paraphraser Pagnol, je n'hésiterai pas à dire, comme une amie l'a déjà écrit sous une de mes publications, Macron, toi et ton gouvernement n'êtes pas bons à rien. Vous êtes mauvais à tout. Nous ne nous faisons guère d'illusions sur vos raisons d'agir comme vous le faites. Vous n'êtes pas mauvais pour tout le monde. Si seulement tu avais demandé le versement de l'ISF, Macron, si seulement tu avais fait cette unique chose, nous aurions pu peut-être voir naître en nous une petite étincelle d'espérance. Une petite voix nous aurait alors dit que peut-être tu avais compris et que tu es un tout petit peu sincère quand tu dis « Le moment que nous vivons est un ébranlement intime et collectif. Sachons le vivre comme tel. Il nous rappelle que nous sommes vulnérables, nous l'avions sans doute oublié. Ne cherchons pas tout de suite à y trouver la confirmation de ce en quoi nous avions toujours cru. Non, sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies, nous réinventer, et moi le premier. » Ce sont tes paroles. Mais tu dis bien trop souvent « je » dans ton discours. Environ 2 douzaines de fois quand même. Notamment cette phrase vers la fin. Il y a dans cette crise une chance, nous ressouder et prouver notre humanité. Bâtir un autre projet dans la concorde. Un projet français, une raison de vivre ensemble profonde. Dans les prochaines semaines, avec toutes les composantes de notre nation, je tâcherai de dessiner ce chemin qui rend cela possible. Si c'est avec toutes les composantes de la nation, ce n'est pas je, ce n'est pas toi qui va dessiner le chemin, mais nous. Et peut-être bien même que ce nous se passera de ton dirigisme. C'est ce que j'espère.